Le Tchad est en passe aujourd'hui de sortir de l'instabilité politique, ou du moins c'est ce que présageait l'actualité de ce côté, jusqu'à ce que nous apprenions les nouvelles selon lesquelles des échanges de tirs ont été produits, ont été effectifs et constatés sur le terrain entre les forces de l'opposition, à savoir le parti PSF de Yaya Dillo, mais également les forces régulières du côté du Tchad. Le président Mahamat Idriss Déby Itno n'a toujours pas fait de sortie en ce qui concerne l'élection présidentielle annoncée par l'Agence nationale de gestion des élections pour le 6 mai 2024 en ce qui concerne le premier tour. Le gouvernement, quant à lui, s'est exprimé en ce qui concerne les échanges de tirs et rappelle qu'il s'agissait notamment d'une tentative d'assassinat envers le président de la Cour suprême au Tchad, mais également il s'agissait d'une agression au niveau de l'agence de renseignement nationale. Nous en parlerons dans le cadre de cette émission avec notre invité que je vais vous présenter dans quelques secondes seulement, mais l'une des interrogations que nous mettrons sur la table, c'est celle de savoir si au Tchad, les élections programmées sont-elles précipitées ou alors sont-elles nécessaires pour une stabilité politique instaurée du côté du Tchad. Est-ce une nouvelle opposition qui se lève contre le pouvoir de Mahamat Idriss Déby Itno? On tentera d'avoir des esquisses réponsionnelles dans ce programme en compagnie de chez Elou Lawson. Il est analyste politique, analyste économique, mais également leader panafricain. Merci à vous d'être là dans le cadre de cette émission. Bonjour et bienvenue. Bonjour à Madame Begoudé, la Royale. C'est toujours un plaisir pour moi d'être sur votre plateau, que vous aurez de votre prestance. C'est aussi l'occasion pour moi de saluer toute votre équipe et surtout les techniciens, la direction de For You Media, pour ce regard panafricain que nous portons sur l'actualité politique, cette grille de lecture, cette grille de lecture qui apporte une certaine profondeur, une certaine hauteur aussi à l'analyse politique et aussi au panafricanisme sur le continent. Merci pour votre invitation. Avec vous, nous parlerons également de l'actualité entre la Russie et la France. Ce sera donc en deuxième partie de ce programme. Bienvenue à tous. Regard panafricain commence juste après cette transition. Merci à tous de nous recevoir sur nos différentes plateformes internet For You Media Africa, mais également à travers vos petits écrans. Je n'oublierai pas de mentionner la 96.3 FM, For You Radio, la radio panafricaine pour ceux qui sont au Cameroun, mais également à Douala et ses environs. Merci pour votre fidélité qui nous honore. Eh bien, chez Elou Lawson, vous êtes l'invité de ce programme et nous parlons de l'actualité du côté du Tchad. Des échanges de tirs ont été observés de ce côté-là entre un parti politique de l'opposition taxé de rebelle et évidemment l'armée régulière du côté du Tchad. Déjà de prime abord, on rappelle que l'élection présidentielle, ou du moins le chronogramme de l'ANGE a été publié il y a de cela 48 heures, c'était pratiquement à la même période. Yaya Dillo était donc accusé ainsi que ses partisans de vouloir porter atteinte à la vie du président de la Cour suprême, mais également d'insécurité sur le territoire tchadien. Faut-il lier ces deux événements chez Elou Lawson à l'aune de l'actualité au Tchad qui a pu être constatée en 2022? Oui, tout à fait, Madame Begoudé. Je pense que la situation au Tchad est assez préoccupante. Nous présentons nos condoléances les plus attristées aux Tchadiens qui ont perdu la vie. Ça fait une longue histoire de meurtres, d'assassinats, de guerres, de violences que subit ce pays. Il me semble
que le moment est venu de fumer le calumet de la paix pour que les Tchadiens retrouvent la quiétude, la sécurité et résolvent les problèmes les plus fondamentaux auxquels ils sont confrontés, le développement et le bien-être du pays. Ce qui s'est passé encore aujourd'hui est symptomatique, je dirais, du cataclysme politique qui n'est pas encore résolu. On essaie un peu de mettre du sparadrap sur le problème, mais en réalité, le problème reste dans toute sa couture, dans tous ses aspects, dans sa profondeur non résolue. Vous voyez, d'abord, ce qui se passe aujourd'hui est un problème, en fait, de clan, de lutte de pouvoir. Et il faut rappeler qu'il y a 3 ans exactement, les dates se coïncident de façon assez rocambolesque. On dit souvent qu'il n'y a pas de hasard, mais le hasard est aussi la rencontre de 2 déterminismes. Il y a 3 ans exactement, le 28 février 2020, eh ben, il y a eu attaque sur le même opposant, M. Yaya Dilo, et au cours de cette attaque de son domicile, il y a eu sa maman qui est décédée et son fils. Et c'était parce qu'il s'inscrivait dans une logique de contestation, justement, de la candidature du feu Idriss Déby. Et c'est ça qui a amené justement à cette violence. Et quelques semaines plus tard, le président Idriss Déby décéda. Il faut rappeler que Yaya Dilo est un cousin de Kaka Déby, et donc c'est en fait une guerre fratricide, c'est une guerre de clan pour le pouvoir. Il n'est pas d'accord avec l'adoubement de Kaka Déby comme président, ici est opposé, et avec l'annonce alors des élections présidentielles du 6 mai, il est revenu. Il a posé sa candidature. Apparemment, sa candidature n'a pas été retenue par la Cour suprême. Et il y a eu tentative sur le président de la Cour suprême. Ça n'est suivi. Quand même que la date de dépôt des candidatures n'avait pas encore été officialisée chez le Lawson avant cette date, car selon l'Agence nationale de gestion des élections, la date du chronogramme prévoit le dépôt des dossiers des candidatures dès le 6 mars prochain. Alors, comment expliquer qu'on puisse les accuser d'avoir attenté la vie du président de la Cour suprême, et c'est ce qui a justifié l'arrestation du chargé du trésorier du parti, et qui probablement a été exécuté. Et ensuite, ça a suivi une attaque apparemment de l'Agence nationale de renseignement, et que c'est les membres du parti de Yaya Dilo qui sont accusés de cette attaque. Et enfin, aujourd'hui, bon, c'est des tirs, c'est des détonations qui ont amené plusieurs morts et plusieurs arrestations. Aujourd'hui, lui-même est encore traqué, comme ça a été le cas il y a 3 ans. Alors, on comprend que ce problème n'est que symptomatique d'un problème plus global, plus profond, d'un malaise plus profond, celui, n'est-ce pas, de cette stabilité politique, le Tchad a de la difficulté à trouver son point d'inertie en termes de stabilité politique, de stabilité économique, de gestion du pouvoir, parce que il faut rappeler les conditions dans lesquelles Idriss Déby est mort. Ensuite, son fils a été adoubé de façon en violation de la Constitution. Le président français s'est invité et c'est lui qui a adoubé Kaka Déby. Et aujourd'hui, cette transition a du plomb dans l'aile, même si une date a été avancée pour les élections présidentielles, le 6 mai, cette date déjà commence par connaître des soubresauts
On se demande si ces élections allaient se passer dans des conditions de paix et de sécurité et qui puissent permettre justement l'émergence de la démocratie, en tout cas le droit du peuple tchadien à choisir librement ses dirigeants. Nous avons des doutes là-dessus, Madame Begoudé, puisqu'on a le sentiment que le Tchad est pris dans l'engrenage depuis son indépendance, dans cette forme de colonialité, de refus de décolonisation de la France. Il faut rappeler ce que c'est que la colonialité. C'est une articulation planétaire d'un système de pouvoir occidental, essentiellement anglo-saxon et français, qui a survécu au colonialisme et qui repose sur l'infiltration des lieux, des groupes humains, des savoirs, des subjectivités de l'occidental et de l'exploitation des ressources et des forces vives. Donc le Tchad est ce territoire que les Français ont fait, ce territoire sur lequel les Français ont fait main basse, et qui est en convulsion de conflits, de rébellions, de coups d'État, de violence, depuis Hissène Habré, en passant par le président Idriss Déby, jusqu'à arriver aujourd'hui à Kaka Déby. Et bien nous sommes dans une forme de guerre, où des seigneurs de guerre ont pu mettre à feu à sang ce pays. Alors, avec le bouleversement géopolitique qui se passe dans la région, ce réveil panafricain et surtout cette souveraineté qui a été, je dirais, initiée au Mali, ensuite au Burkina par effet d'osmose au Niger, dans les troupes voisines. Exactement. Les troupes françaises, au lieu que la France rapatrie ses militaires en France, a plutôt cherché à se recroqueviller au Tchad. Et donc, au sein, le Tchad est toujours sous les bottes, n'est-ce pas, de cette volonté de décoloniser, de maintien des bases militaires, de maintien justement de l'accaparement des ressources, de cette politique de domination économique à travers la monnaie nazie. En tout cas, le Tchad n'est pas sorti de l'ornière. Et c'est ce qui, justement, se justifie par ces violences et qui met en danger la vie des Tchadiens. C'est vrai que le président Kadhabi a commencé par explorer un certain nombre de pistes et qui laissent penser qu'il voudrait bien aussi chercher à s'arracher de cette forme de colonialité, vu ce qui se passe dans la sous-région, chez le pays voisin, le Niger, par exemple. Et donc, sa rencontre avec le président Poutine, le fait qu'il cherche à diversifier les partenaires en rappelant que le Tchad a toujours, en tout cas, a voulu et s'est rapproché dans le passé de la Russie avec la visite du président Tolberbaï. Et donc, il y a quand même des liens assez historiques qui permet aujourd'hui au Tchad de voir, en tout cas de réfléchir sur son architecture politique, et cela ne plaît pas aux Occidentaux et qui cherchent justement à créer le chaos pour pouvoir maintenir la paix sur le Tchad. Donc il me semble aujourd'hui que la balle est dans le camp du peuple tchadien, des forces démocratiques tchadiennes, pour se retrouver autour, n'est-ce pas, d'une table de dialogue, pour s'assurer que leur pays ne soit pas mis à feu et à sang, parce que quand on considère la région, le Tchad est au cœur justement d'une zone assez volcanique. Il faut penser au Soudan, avec la guerre, il faut penser à la Libye, à l'Égypte qui est sous la pression justement de ce qui se passe au Gaza. Il y a la République centrafricaine. Bref, c'est une région assez orageuse, assez volcanique, et qui fait en sorte qu'aujourd'hui le Tchad a besoin de cette sécurité, sinon c'est toute la sous-région qui sera mise en difficulté, me semble-t-il.
Merci chez Lawson pour ce premier jet. On rappelle que le communiqué annoncé par le porte-parole du gouvernement reste attendu, celui qui revient sur le bilan de cette journée d'échange de tirs qui a fait plusieurs morts et plusieurs blessés selon la communication du ministre en charge évidemment de la communication du côté du Tchad. Mais il y a autre chose, c'est que dans ce communiqué daté du 28 février 2024, le ministre en charge de la communication ou alors le porte-parole simplement du gouvernement a menacé toute personne qui cherchait à perturber le processus démocratique en cours dans le pays et rappelé que cette personne sera traduite en justice selon les lois en vigueur, en rappelant que le Tchad est résolu dans son engagement envers la démocratie et la stabilité nationale. Chez Lawson, avec cette situation qui s'est produite les 27 et 28 février dernier, peut-on encore parler de stabilité nationale du côté du Tchad? Mais également, est-ce qu'on pourrait se dire qu'il y a aujourd'hui, après que le président Mahamat Déby est mis sous son aile, ou alors à ses côtés, Succès Masra, qui était son farouche opposant, une nouvelle facette d'une opposition qui s'affiche et qui viendra mettre en mal le processus électoral annoncé dans les prochaines semaines? Oui, on a le sentiment que les dés sont déjà pipés et qu'il y a un plan qui a été négocié et ce plan a consisté à des visites récurrentes d'abord du président Kaka Déby à Paris, suite au plaidoyer de Succès Masra. Et donc c'est à Paris que les choses ont été ficelées, c'est-à-dire de négocier une genre d'amnistie pour permettre le retour, n'est-ce pas, de Succès Masra au pays. Et ensuite, il devait être nommé un premier ministre et qu'on lui permette de participer aux élections du 6 mai. Mais c'est juste une forme de parodie d'élection qui fera en sorte que le président Kaka pourrait légitimer, n'est-ce pas, son pouvoir et s'assurer au moins 2 mandats à la tête du Tchad. Alors, la résistance, ou du moins la contestation de son proche parent, qui est Yaya Dillo, un peu comme ce grain de sable qui vient gêner l'engrenage, et c'est pourquoi vous comprendrez alors cette violence, cette irruption, n'est-ce pas, d'armes automatiques où les questions politiques finalement se résolvent à coups de pistolet, à coups d'armes de guerre. Il me semble que il devrait y avoir, si le Tchad était aussi démocratique, il devrait y avoir des mécanismes au niveau judiciaire, au niveau de la police, en tout cas pour pouvoir régler ou résoudre des problèmes ou du moins des questions de mœurs ou de crimes, voyez-vous. Alors que cela se traduit par des traques d'opposants ou des assassinats, il me semble que ce pays est toujours une forme de régime de dictature avec pistolet sur la tempe, et moindre problème, eh bien, ça se règle à coup de pistolet. D'ailleurs, la mort du président Déby, lui-même, cette mort assez rocambolesque aussi, les sources assez autorisées affirment que ça s'est passé à coup de pistolet aussi. Donc c'est un régime assez... Déby qui avait été abattu, justement assassiné, a-t-on appris des sources tchadiennes sur le champ de bataille? Oui, ben, officiellement c'est ce qu'on dit, oui. Mais connaissant le président Déby, vous savez que c'est un chef de guerre redoutable et que c'est quelqu'un qui a quand même qui a beaucoup de courage, qui a des faits d'armes. Par conséquent, on pense tout à fait logiquement que ce qu'on nous sert comme raison de son décès, c'est-à-dire qu'il est allé sur le champ de bataille, qu'il a été abattu par les rebelles, il y a des éléments
qui viennent contredire cette version des faits et on estime que sa mort est dans son propre camp, en tout cas entre généraux, où une altercation s'est terminée en bain de sang. Oui. Alors c'est pour dire un peu que c'est dans la culture, n'est-ce pas, de la politique tchadienne, où les problèmes politiques, au lieu que ça se règle autour d'une table de négociation, ou que ça se règle dans les règles de l'art en termes de loi et en termes d'intervention des institutions, eh bien, ça se règle à coups de pistolet, malheureusement, et on ne peut que déplorer, n'est-ce pas, des pertes en vie humaine. Mais au-delà de ça, le Tchad est au centre de ce qu'on appelle le déplacement des plaques tectoniques. C'est d'abord dans la région, vu ce qui se passe au niveau de l'AES, et le Tchad a une frontière avec l'AES. Et donc, il y a une volonté, une genre d'attraction. Il y a une zone magnétique qui fait en sorte que le Tchad aimerait aussi rentrer dans cette dynamique. D'ailleurs, vous avez vu que le Tchad n'a pas appuyé, n'est-ce pas, la déstabilisation du Niger. Le président Kaka Déby s'est même proposé comme médiateur pour pouvoir éviter le bain de sang. Et donc, alors le Tchad est pris dans cet engrenage, et la France, qui a toujours sa base militaire au Tchad, il faut rappeler que l'histoire de cette base militaire remonte jusqu'à 1962, et depuis, les Français ne sont jamais partis. Alors, vous avez un pays où on essaie de contrôler le pays par les bases militaires, alors que ce pays-là fait partie des pays les plus pauvres du monde. Le Tchad dispose des réserves pétrolifères qui devraient normalement, sa gestion devrait normalement permettre à développer ce pays, à créer des conditions de vie et de sécurité nécessaires. Maintenant, c'est plutôt un pays en proie à la guerre, à la violence, à la rébellion, et qui revient sapitairement mettre en danger donc la vie de toute une nation. Donc, il me semble aujourd'hui que le fait que le Tchad se retrouve au cœur de cette dynamique, que ce soit au niveau de la sous-région, mais au niveau géopolitique, il y a une décision à prendre, il y a une orientation à prendre, et cette orientation doit aller vers la rupture avec la France-Afrique, rupture avec la colonialité, pour choisir la souveraineté, l'indépendance. Et je pense que les pays de l'AES peuvent servir je dirais, de starting block à cette rupture, et pourquoi pas élargir, n'est-ce pas, l'AES au Tchad, et ça permet justement d'intégrer la région est de l'Afrique, la région centrale de l'Afrique, et jusqu'à, il y a aussi le Centrafrique, et donc alors depuis le Mali jusqu'au Tchad, jusqu'en Centrafrique, et pourquoi pas au Cameroun. Donc le Tchad est au cœur de cette centralité, et cela aussi va augurer un autre changement. Non seulement il y a la question de la défense, la question de l'espace, la question de cette rupture avec la colonialité, avec la France-Afrique, mais aussi la question économique, puisque je relance chez Elo Lawson. Pensez-vous, alors, à l'aune de tout ce que vous avez mentionné tout à l'heure, que le Tchad serait en face d'une tentative de déstabilisation interne et pilotée depuis l'externe pour considéré comme une sorte d'avertissement envers le pouvoir actuel? Oui, tout à fait, parce que quand vous voyez quand même le positionnement de Kaka Déby, on a le sentiment, bien que on a des réserves sur les conditions dans lesquelles il a été élu, mais néanmoins, les pas qu'il pose ne sont pas nécessairement, je dirais, des pas d'un leader, je dirais, vassal, ou d'un leader plaventriste, voyez-vous, puisque il aurait pu
monté au créneau, en tout cas servi de base arrière pour attaquer le Niger. Il aurait pu le faire, comme on a vu le président Talon gesticuler du côté de la CEDEAO pour le faire. Mais rappelez-vous s'il a été le médiateur et qui n'a pas permis que son territoire serve de base militaire. Alors, de base arrière pour attaquer le Sahel. Il pourrait aussi, avec la question du repli des militaires français au Tchad, cette question se pose avec acuité de l'avenir de cette base militaire tchadienne de la France. Et donc, puisque c'est à la frontière du Niger, à la frontière de l'AES, et donc le Tchad se refuse à servir un peu de bouc émissaire à cette pratique occidentale qui veut utiliser justement le Tchad pour revenir en Afrique et recoloniser l'Afrique. Donc, on voit quand même un certain nombre de pas que pose le président Kaka Déby, et ce pas ne s'inscrit pas nécessairement, ne s'aligne pas avec la volonté de reconquête de l'Afrique et surtout du continent. Il y a aussi la question du franc CFA. La question du franc CFA, le Tchad est au cœur de ça, et donc le positionnement du Tchad au niveau de la zone économique, la BEAC, ce positionnement, il y a tout un débat aussi sur l'avenir du franc CFA en Afrique centrale. Et le Tchad est au cœur de toute cette discussion. Et donc, il me semble aujourd'hui qu'il faut surveiller justement ce qui se passe dans cette région pour se demander si vraiment, en l'état des choses, la démocratie qui est faite d'élections, de contestations, de violences, de mort, est-ce que c'est de ça réellement que les Tchadiens ont besoin aujourd'hui, ou si les Tchadiens ont besoin de stabilité, de revenir sur les fondamentaux qui créent la paix, la sécurité, et qui permettent de poser les vraies problématiques de développement pour ce beau pays. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Et donc, on veut nous amener à faire des élections rapidement. On veut nous amener à faire, alors que ces élections sont pipées d'avance, dans un pays complètement en guerre, dans un pays soumis à la famine, où la plupart des populations ont du mal à joindre debout. On veut organiser des élections, on veut les amener à voter, et donc il y a quand même une certaine dichotomie entre la réalité concrète des paysans, des populations sur le terrain, et cette vue de l'esprit, n'est-ce pas, d'une forme de gouvernance qui ne répond pas réellement aux besoins des populations, tout simplement pour satisfaire l'Occident. Alors, déjà, on a fixé une date pour les élections, il y a des violences, il y a déjà des morts, et on se demande qu'est-ce qui va arriver avant, pendant et après ces élections dont on connaît déjà les résultats. Alors, si c'est le cas, pourquoi ne pas faire économie de vies humaines? Pourquoi ne pas aller vers un régime qui pacifie le pays, et même si ce n'est pas un régime totalement démocratique, mais au moins du moment où ça assure la paix, ça assure la sécurité, ça permet quand même un certain nombre de débats à l'interne sur l'orientation du pays, sur la gestion du pays, et aussi sur la capacité, en tout cas des autorités, à rendre compte aux populations. C'est de ça qu'il s'agit à la fin de la journée. Mais on a l'impression que cette démocratie qui est vendue à coup d'élection et qui est une forme de course de course de folie, et bien cette démocratie ne nous apporte plus, nous apporte beaucoup plus de violence, de mort, de troubles, d'instabilité politique que de paix, de justice et de développement. Merci chez Lawson. Les membres de la police et les militaires ont réagi à une tentative d'assassinat selon le rapport du gouvernement, mais également à une fusillade ouverte par un parti politique d'opposition présidé par Yaya Dillo. Alors, selon le gouvernement, il s'agissait
tout simplement d'appréhender des personnes qui voulaient mettre en mal le caractère de la paix du côté du Tchad. Comme je le disais tout à l'heure, nous restons en attente des dernières déclarations du gouvernement. Le porte-parole l'a d'ailleurs annoncé. Un bilan sera publié dans les prochaines heures. En tout cas, merci déjà chez Lawson pour votre lecture sur la question. On retient donc de vous sur cette thématique que le Tchad serait peut-être visé par une tentative de déstabilisation depuis l'intérieur, mais pilotée par l'extérieur. Le président Mahamat Déby Itno devrait revoir la politique actuelle, mais également veiller à la stabilité nationale, à la stabilité politique sur son territoire. Peut-être une dernière question pour sortir de cette thématique chez Lou Lawson. Comment la stabilité politique, justement, et puis l'ère démocratique dont parle le porte-parole du gouvernement pourrait être préservée à l'aune de ces situations? On a mentionné celle du 20 octobre 2022. On a mentionné le retournement de Succès Masra qui aujourd'hui milite ou alors marche, avance avec le gouvernement, mais qu'une nouvelle faction de l'opposition se lève contre, bon, peut-être pas une nouvelle, mais un nouveau rebond d'une faction de l'opposition se lève contre le pouvoir. Oui, ce qui a lieu de remarquer, Madame Begoudé, c'est qu'il y a des logiques qui s'affrontent dans le cas du Tchad. Il y a la logique française qui voudrait justement garder le Tchad dans son giron et qui veut contrôler l'appareil politique, l'appareil économique et l'appareil militaire. Donc on est en plein dans la colonialité. Il y a face à cela une volonté, n'est-ce pas, du peuple tchadien de sortir de cette colonialité et de pouvoir s'affirmer à travers une forme de souveraineté. Donc, sur cette volonté du peuple, il y a des leaders politiques qui surfent là-dessus et qui proposent un genre de démocratie 2.0. Et cette démocratie, mais en réalité, n'est que une volonté de se faire adouber par l'Occident pour pouvoir rester toujours dans ce schéma, n'est-ce pas, de mise sous perfusion de nos États à travers l'endettement, à travers donc à travers les institutions de Bretton Woods, et donc et cela est conditionné par des élections qui sont pipées d'avance. Alors, dans cette démarche, il y a par exemple l'accord que j'ai évoqué tout à l'heure à Paris, signé, que Macron a obligé l'Académie et Masra à signer. On a essayé de couvrir, n'est-ce pas, cet accord par une forme de panafricanité avec le président Tshisekedi qui a parrainé l'accord, mais vous avez pu voir que les choses sont allées très rapidement avec la rentrée de Succès Masra et puis son poste de Premier ministre. Alors, le problème, c'est comme Succès Masra, on veut utiliser ce poste comme un piédestal pour arracher le pouvoir. Alors que, bon, de façon quand même assez logique, les élections pour pouvoir prendre ce pouvoir-là, ces élections, face justement à Kaka Déby qui hérite une armée puissante qui contrôle militairement le pays, et on veut lui opposer une élection démocratique pour prendre le pouvoir. Alors, c'est assez complexe comme situation. Il nous semble que Masra se trompe dans sa démarche, mais néanmoins, la réconciliation entre les deux fils de ce pays-là amène la paix, amène la sécurité et les amène à travailler sur l'essentiel, du moins, sur ce qui les unit beaucoup plus que ce qui les divise. Ce qui va se passer, c'est le fait que Masra va chercher à prendre le pouvoir. C'est celui qui prend le pouvoir, comment il le prend, avec quels moyens, avec quel appui. C'est ça qui crée la violence au Tchad. Mais par contre, s'il y a un consensus, au moins sur l'essentiel, il y a un consensus pour reconnaître que le pouvoir, c'est une question de rapport de force. Vous voyez? Et que si Kaka Déby a la main sur l'armée, a la main sur
le, le système sécuritaire du pays et qu'il permet qu'au niveau de la gestion, au niveau gouvernemental et qu'au niveau économique, que des têtes pensantes, des opposants puissent également intégrer ce système et que tout se discute dans un cadre plus ou moins consensuel comme un parlement. Et là, je pense que le pays va assurer sa sécurité. Mais il ne faut pas oublier que dans la sous-région, la montée en puissance du Sahel, des États du Sahel, va avoir une influence absolument, une influence assez significative sur le Tchad. Et le fait que l'Occident veut utiliser ce Tchad-là comme un pare-feu contre cette volonté des Africains du pays du Sahel de se développer, va amener forcément à une forme de violence. Donc il y a un choix à faire, une rupture à faire, et Kaka Déby semble caresser cette idée tout en étant quelque part sous contrôle, sous perfusion de Macron. Donc à un moment donné, cette position n'est pas tenable. Il faut faire un choix radical et l'assumer. Et l'assumer va amener justement ce genre de déstabilisation ou tentative de déstabilisation de l'intérieur. Ce que nous sommes en train de voir actuellement, mais la volonté de Kaka Déby, par exemple, de se rapprocher de l'AES et de pouvoir créer les conditionnalités d'arracher le Tchad des griffes de la France-Afrique, vont amener le peuple tchadien à lui accorder quand même le doute, n'est-ce pas, la présomption du doute, de façon à ce que la sécurité devrait servir au moins de cadre plus ou moins assez édifiant pour la paix de ce pays. Donc, quelqu'un qui amène le trouble, qui amène la violence, ou quelqu'un qui assure la sécurité, je crois que le choix est très clair dans le cas du Tchad, et il me semble plutôt. Alors, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que le gouvernement de Kaka Déby fasse preuve de beaucoup plus de doigté en termes de violence, et que les armes ne soient pas le seul moyen pour régler les problèmes de contestation interne. On l'a vu dans le cadre des manifestations du Parti des transformateurs où on a compté plus de 300 morts. On le voit aussi dans ce cas-ci. Je pense qu'il doit faire preuve de beaucoup de retenue et dans ce genre de cas pour ne pas que l'État utilise la violence systématiquement sur les populations. Il y a d'autres moyens de contrôle, il y a d'autres moyens d'éviter justement que les gens soient tués. Alors, s'il y a un effort qui est fait dans ce sens, il me semble que les choses devaient aller dans le sens de la normalité avec ce beau pays. Merci chez Elou Lawson pour cette lecture sur l'actualité du côté du Tchad. Eh bien, sans transition, nous allons parler à présent de l'actualité en Russie. On se souvient de cette déclaration du président Emmanuel Macron qui disait « Nous ferons tout pour que la Russie ne gagne pas cette guerre ». Il se disait d'ailleurs prêt à envoyer des troupes européennes au sol du côté de l'Ukraine, mais la réaction du président Poutine a été claire et nette. Un envoi ou alors toute intervention au sol en Ukraine ne serait pas dans l'intérêt des Occidentaux. Après cette déclaration évidemment du président Emmanuel Macron, mais on a aussi une autre déclaration, c'est celle de Maria Zakharova qui déclare du côté de Moscou que des soldats, des troupes de l'OTAN sont déjà sur le territoire ukrainien et ce depuis fort longtemps. Alors chez nous, commençons par le début déjà, cet envoi possible de troupes européennes sur le territoire ukrainien, alors même qu'Emmanuel Macron n'a jusqu'ici consulté personne en Europe, à savoir les autres pays, évidemment, qui font partie de l'Union européenne pour la participation à cette guerre sur le territoire ukrainien à travers des troupes au sol. Comment interpréter ces propos? Est-ce une déclaration de guerre à la Russie? Est-ce un aveu d'une guerre entre l'OTAN et la Russie?
Ben, ce n'est ni l'un ni l'autre. Hmm. Hein. C'est plutôt, on assiste hein, justement à cette comédie, n'est-ce pas, du président Macron qui est complètement dépassé par les événements. Hmm. Donc parfois, il lance comme ça des boutades qui ne relèvent de rien du tout. On dit tout, par exemple, que l'armée française ne peut pas s'engager dans une guerre, vu sa capacité en termes de munitions, elle ne peut que tenir pendant une semaine. Et ça, cette affirmation vient des généraux français. Donc, c'est dire en fait que si ce président monte sur ses ergots et fait ce genre de déclaration, on a le sentiment qu'il est un peu dans une forme de tragicomédie, Hmm. voyez-vous. Si on revient un peu hein, à, à l'histoire, ou du moins au chronogramme de cette guerre, ben on est parti d'abord, et c'est toujours le même président français qui avait annoncé qu'il allait fournir des équipements non létals à la Russie, à Hmm. l'Ukraine pour se défendre de ces équipements non létals. On a annoncé alors qu'on est passé à la vitesse supérieure, que bon, on va fournir Hmm. des tanks, des chars et tout ça à l'Ukraine. Tout récemment, il avait annoncé qu'il allait même offrir des missiles à longue portée pour pour des projections dans la profondeur, n'est-ce pas, pour pouvoir déstabiliser la mer russe. Et enfin, dans leur longue histoire, ben, enfin, c'est les avions de guerre. Donc, c'est les F-16 américains Hmm. qui ont été annoncés Yobi Orbi. Alors, toute cette déclaration, la Russie a averti que vos tanks seront brûlés. Effectivement, on les a vus brûler et que vos armes, vos munitions ne sont pas la solution. Donc, l'Ukraine est devenue un peu comme un feu dans lequel on va brûler l'argent, on va brûler toutes les munitions, les soutiens que l'Europe essaie de mettre à la disposition de l'Ukraine. Donc, la déclaration du président Macron me semble être encore de l'élucubation, tout simplement, de la comédie destinée à une certaine opinion, mais personne ne le croit aujourd'hui. Voyez, Hmm. personne ne le croit aujourd'hui. Même les Ukrainiens se rendent compte aujourd'hui qu'ils ont été quelque part utilisés, qu'ils sont un peu comme les dindons de la farce et qu'ils ont payé le prix fort de cette guerre en termes de perte en vies humaines, de destruction de leur pays et aussi de dispersion des Ukrainiens à travers le monde. Les réfugiés ukrainiens sont des milliers de milliers et même des millions à travers l'Europe, à travers les États-Unis ou le Canada. Donc, c'est catastrophique. Et cela, il faut ajouter que les Américains, qui sont un peu pris dans la préparation des élections présidentielles qui s'en viennent, et bien Joe Biden, tout ce qu'il avait annoncé aujourd'hui, venant, en voyant, tu vois, la, les élections qui s'en viennent, la montée en puissance des républicains avec Trump, et Hmm. surtout le blocage du Congrès américain de financer l'Ukraine, et bien tout ça crée des conditions qui amènent les Ukrainiens à pouvoir négocier la paix pour en tout cas sauvegarder les meubles. On en OK. est là, donc la déclaration de Macron est complètement à l'emporte-pièce et ne reflète pas la réalité non seulement du terrain, mais de la dynamique qui s'enclenche au niveau de l'Europe. Hmm. Enfin, il faut ajouter que la Russie avait proposé déjà, je crois, un mois après le conflit, des négociations. L'Ukraine avait souhaité donc négocier. C'est les Anglais, c'est les Américains qui ont poussé l'Ukraine à ne pas à signer cet accord. Et aujourd'hui, eh bien, ils ont été incapables de pouvoir assurer la sécurité de l'Ukraine. En ce qui concerne les soldats européens de l'OTAN, ben, ils sont effectivement depuis le début de la guerre, c'est eux qui sont les instructeurs, les armes sophistiquées qu'ils envoient en Ukraine, eh bien, les Ukrainiens ne sont pas outillés à pouvoir les utiliser. Et donc, c'est leur
hommes qui sont sur le terrain, qui sont au niveau opérationnel en train de se déployer. Il y a beaucoup de militaires polonais qui sont en Ukraine, qui se battent. D'ailleurs, il n'y a même plus apparemment de soldats ukrainiens qui veulent se battre, puisque la plupart ont été tués. Et même le président Zelensky avait lancé un appel de recrutement forcé, d'abord de la date de comment on appelle, l'âge de recrutement a été baissé au niveau donc de la jeunesse et même repoussé au niveau jusqu'à 60 ans. Donc c'est pour vous dire que les hommes manquent à l'appel pour pouvoir renouveler cette armée. Les gens, l'armée, le moral n'y est pas, ils sont fatigués, les morts se multiplient. Et à partir de là, eh ben, c'est seulement les soldats polonais, les soldats portugais, les soldats en tout cas de l'OTAN qui sont là en train de faire un semblant de résistance. Mais vu la dynamique des choses, eh ben, tout ce que l'Europe a promis en termes de balkanisation de la Russie, de son économie qui va s'écrouler. Et de son épuisement sur le plan de l'armement. De l'armement, du président Poutine qui est malade, qui devait même être assassiné, tout ça, on a vu que c'est du bluff pratiquement. Et donc aujourd'hui, les déclarations de Macron sont tout simplement une déclaration à l'emporte-pièce. Mais de toute façon, comme l'a prévenu le président Poutine, si jamais ils envoient officiellement des hommes sur le terrain, eh bien, ce sera une déclaration de guerre et tous ces pays européens sont à la portée des armes de la Russie et donc ça va changer, ça va amener une nouvelle dynamique et on sait que l'Europe est incapable de pouvoir tenir une guerre face à la Russie, y compte sur les Américains. Les Américains sont loin, mais néanmoins, eh bien, les Américains, dans leur dynamique aussi, cherchent à sacrifier l'Europe pour leurs intérêts, mais quand ça va arriver au niveau où l'intérêt des Américains, la survie des Américains seront menacés, les Américains vont pouvoir chercher à négocier rapidement avec la Russie pour leur survie. Les deux puissances nucléaires disposent d'une capacité de destruction de la Terre plus de 7 fois. Et donc, quelque part, ce serait un suicide collectif pour la planète si jamais on devait s'engager dans une guerre nucléaire. Alors, de ce point de vue, c'est l'Europe qui sera sacrifiée sur toute la ligne et donc les Européens sont conscients de cela et ne peuvent pas permettre que leurs dirigeants puissent les amener à l'abattoir. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Merci chez Lou Lawson. Eh bien, selon Maria Zakharova, directrice du département de l'information et de la presse du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, des militaires ou alors des troupes européennes, les troupes de l'OTAN sont présentes depuis le début de ce conflit sur le territoire ukrainien, mais de manière non officielle, car selon ces données, eh bien, l'Ukraine n'aurait jamais pu tenir jusqu'aujourd'hui face à cette guerre justement sur son territoire. Peut-être une autre question à laquelle vous répondrez après avoir fait un commentaire sur ce que je viens de mentionner. Est-ce que cette déclaration de Vladimir Poutine sonne comme une déclaration de riposte en cas évidemment de déploiement de troupes européennes ou tout simplement otaniennes officielles sur le territoire ukrainien, de telle sorte que le champ de bataille se retrouve transposé sur un autre? De mon point de vue, et vu les indicateurs disponibles, nous sommes amenés à penser de toute évidence que la guerre en fait est finie. La guerre est finie puisque l'OTAN, en tout cas l'un des responsables les plus importants de l'OTAN, a annoncé au cours d'une conférence qu'ils n'ont plus de munitions, ils n'ont plus de capacité à soutenir cette guerre sur le long terme. Parce qu'une guerre, d'abord, c'est la stratégie, mais aussi c'est cette capacité de production, de production de munitions pour soutenir la cadence de la guerre. Si vous n'avez pas un complexe industrialo-militaire pour pouvoir soutenir
la guerre en termes de capacité, eh bien, vous ne pouvez pas tenir la guerre sur un temps plus ou moins long. Alors qu'on a découvert avec la Russie s'est très, très bien préparée Mm. et son économie a fait d'ailleurs est en croissance par rapport à l'économie européenne, alors que, bon, on nous a annoncé des scénarios catastrophes. Eh bien, aucun de ces scénarios catastrophes ne s'est réalisé. Plutôt, l'industrie de la Russie s'est repositionnée, est devenue une industrie euh, de guerre en termes de capacité de production. Et cette capacité, aujourd'hui, l'Europe ne peut pas, du point de vue de la comparaison, du point de vue comparatif, être à ce niveau. Mm. Même les États-Unis ne peuvent pas soutenir cette capacité productive de la Russie. Donc, tout se dessine là, voyez-vous. Et l'autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'Europe, la Russie est en Europe. La frontière avec l'Europe, c'est en Russie. Donc, on ne peut pas déplacer l'État russe. De ce point de vue, la solution la plus intelligente, c'est de trouver un mécanisme de vivre ensemble avec la Russie, puisque Mm. les États-Unis sont sur un autre continent. Alors, cette logique d'être à la remorque, n'est-ce pas, des Américains, et alors que les Américains ont leurs propres agendas. Cet agenda, c'est de pouvoir aller endiguer donc la Chine, puisque la Chine est devenue la première puissance économique du monde, et ça fait peur aux Américains de perdre l'hégémonie qu'ils ont sur le monde et qu'ils ont acquise après la Deuxième Guerre mondiale avec les deux instruments, le premier étant la bombe nucléaire sur Hiroshima et Nagasaki, qui Mm. a fait en sorte que toutes les autres puissances se sont quelque part ont été tétanisées et ont accepté donc l'hégémonie américaine. L'autre outil, c'est le dollar, et donc avec cette proposition des Américains, ou imposition pour être plus juste, des Américains qui avaient estimé qu'ils avaient 2,2 tiers, n'est-ce pas, des réserves d'or dans leur caisse, ont proposé, n'est-ce pas, la monnaie, le dollar, pour pouvoir soutenir les échanges internationaux. Cela a été renforcé par les pétrodollars avec la découverte du pétrole en Arabie Saoudite. Ils ont proposé au, à l'Arabie Saoudite d'imposer le dollar comme monnaie de vente du pétrole, et en contrepartie, ils vont assurer la sécurité, n'est-ce pas, de l'Arabie Saoudite, du Qatar et de tout le Golfe Persique, voyez-vous. Alors, cela a permis aux Américains de créer une forme de montée en puissance, d'avoir plus de 800 bases militaires à travers le monde, puisque avec la planche à billets de leur dollar, ils pouvaient fabriquer comme ils le veulent cet argent, et ils ont le droit de propriété sur la monnaie. Ils ont le principe de l'extraterritorialité du dollar, et donc ça leur permet non seulement de financer leur déficit, mais aussi d'exporter l'inflation de leur économie. Alors, Mm. la guerre froide n'a pas permis, ou du moins la Russie, étant donné que son économie n'était pas une économie essentiellement libérale et qui n'avait pas la planche à billets de la même façon que les Américains le font, ça a fait qu'ils n'ont pas pu soutenir cette course effrénée, et qui s'est résolue en 90 avec le démantèlement de l'URSS, voyez-vous. Alors, les Américains pensaient avoir donc ce monopole, n'est-ce pas, de l'hégémonie mondiale, mais malheureusement, avec leur démarche de pouvoir endiguer la Chine, ils savaient que la Chine avait comme partenaire militaire la Russie, bien que la Russie a perdu de son éclat, mais néanmoins, il dispose d'une capacité militaire redoutable. C'est l'un Mm. des pays qui dispose plus d'arsenal nucléaire au monde. Mais en plus de ça, les Russes ont été très intelligents. Oui. Ils ont compris qu'ils ne peuvent pas concurrencer les Américains au niveau justement de la course pour les avions de guerre.
vu leur économie, alors ils ont trouvé une solution, ils ont développé des missiles balistiques. Alors ces missiles, l'avion, pour pouvoir aller bombarder, il faut décoller, il faut aller contrôler le ciel, mais un bouton sur un missile fait la même chose, peut-être même plus efficacement. Alors, ils ont rattrapé la supériorité militaire de ce point de vue, qui fait en sorte aujourd'hui que la Russie est arrivée à développer des armes balistiques, des armes avec des têtes nucléaires qui sont extrêmement puissants que le monde n'a jamais connu. Donc, avec ça, il y a l'équilibre de terreur qui est revenu. Et donc, l'idée d'aller balkaniser la Russie en utilisant l'Ukraine comme prétexte a échoué. Et donc, on est dans un effet de boomerang où l'économie russe s'est refait une santé, où sa capacité de production industrielle-militaire est au point, où aujourd'hui, avec la diversification des partenaires, eh bien, le monde hégémonique, le monde unipolaire des États-Unis s'écoule progressivement au profit des BRICS, d'un monde multipolaire où on dispose, où le curseur en termes de démographie, de superficie, de marché, de ressources est du côté des BRICS aujourd'hui. Donc la Russie est sortie gagnant de cette guerre en fait, où l'Europe est en train de constater qu'ils ont été les dindons de la farce, ils ont suffi les Américains, mais aujourd'hui, ils n'ont que leurs yeux pour pleurer. Alors, plus jamais, ils n'auront plus cette hégémonie d'imposer au monde leur point de vue, puisque cette nouvelle configuration, ce nouvel ordre mondial va restructurer le rapport géopolitique dans le monde sur le plan économique politique, mais aussi sur le plan du droit et en tout cas des zones d'influence. Et c'est là où l'Afrique trouve son chemin, ce chemin qui permet justement de se positionner dans ce monde, puisque la Russie est tout à fait ouverte à établir des rapports de coopération, des rapports de collaboration gagnant-gagnant pour que la technologie vienne au service des ressources africaines et cela va créer une certaine émulation de construction, de développement d'entreprises lourdes qui vont lancer l'économie africaine et qui va changer la dynamique mondiale. Donc, me semble-t-il, de mon point de vue, eh bien, ce qui se passe aujourd'hui en Europe va être quelque part très bénéfique pour l'Afrique, en tout cas le devenir du continent africain. Merci chez Lawson. C'était avec ces dernières déclarations d'ailleurs que nous allons mettre un terme à cette émission Regard panafricain qui est parvenue à sa fin. Voilà, merci infiniment d'avoir participé, d'avoir apporté de votre expertise ainsi que vos analyses dans le cadre de cette émission chez Lawson. À très bientôt. Merci pour votre invitation et je salue tous les panafricains qui ont bien voulu suivre cette émission et au plaisir pour la prochaine. Merci également à tous ceux qui nous ont regardés à travers nos plateformes internet For You Media Africa, ceux qui nous ont écoutés via notre radio, la 96.3 FM à Douala au Cameroun et ses environs, sans omettre que via l'application éponyme, vous pouvez nous écouter et nous regarder partout dans le monde. Il suffit de la télécharger sur l'App Store. Votre fidélité, elle nous honore. Merci infiniment. On se retrouve très bientôt. Les programmes et l'information se poursuivent sur For You Media Africa. Au revoir, Bamako.